Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. L'examen du projet de budget de l'État a débuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les membres du gouvernement vont passer à tour de rôle devant les députés pour présenter le budget alloué au fonctionnement de leur ministère. Ce lundi, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a dévoilé son programme. Les rencontres se multiplient à Bakou, en Azerbaïdjan, et c'est la dernière ligne droite de la COP29 sur le climat. Les ministres africains de l'environnement se sont réunis en marge des travaux pour faire le point des négociations liées au financement. L'Afrique parle d'une même voix pour inviter les pays développés à se mobiliser pour les financements. Et les choses qui avancent au niveau du projet du métro d'Abidjan, la charte graphique est prête. Elle a été validée par le ministre des Transports, Amadou Koné. Une maquette de ce train lui a été présentée. Que faut-il savoir sur cette charte graphique? Comment se présente le train qui transportera les Abidjanais? Quelle est l'étape suivante? Élément de réponse tout à l'heure dans ce 20h. Et les Ivoiriens l'attendaient. Il sera bientôt de retour au Beka et le tam-tam parleur Guigui Ayokoué regagnera sa terre natale, la Côte d'Ivoire, après plus d'un siècle au musée du Quai Branly en France. La ministre de la Culture, Françoise Remarque, et son homologue française, Rachida Dati, ont signé aujourd'hui une convention de dépôt pour la restitution. Bienvenue sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, l'examen du projet de budget de l'État a bien débuté à l'Assemblée nationale. Les membres du gouvernement vont se succéder devant les députés pour présenter leur budget. Et ce lundi, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a dévoilé son programme. Son budget a été dévoilé. Konaté Moussa, Barnabé Kona. Le budget de l'État pour l'année 2025 est fixé à plus de 15 339 milliards de francs CFA. Le ministre des Finances et du Budget présente le projet aux députés. Le budget de l'année 2025 s'équilibre en ressources et en charges à 15 339,2 milliards de francs CFA. Il s'accroît d'un taux de 11,8% par rapport au budget voté en 2024. Après la présentation du montant global, chaque membre du gouvernement va exposer sur le budget de son ministère. Nous avons basculé d'un mode de budget de moyens au mode budget programme aujourd'hui. Donc tous les ministres sont obligés de venir défendre leurs programmes devant la Commission des affaires économiques et financières. Le premier soumis à l'exercice, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kako Adom, obtient le quitus des députés pour un montant de plus de 146,936 milliards de francs CFA et plus de 4,775 milliards de francs CFA pour le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. C'était des discussions fraternelles, faites de compréhension mutuelle. Fin de compte, notre budget a heureusement été approuvé à 100% des votants, à l'unanimité des votants. Je voudrais m'en réjouir au nom du gouvernement et remercier les honorables députés. Ouvert ce lundi, l'examen du budget de l'État pour l'année 2025 avec le passage des différents membres du gouvernement est prévu prendre fin le 21 novembre prochain. Et en bref, notez que la Côte d'Ivoire brille à l'international. Notre pays intègre le bureau exécutif de la CJCA, Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, pour la période 2024-2026 en tant que représentant de la sous-région ouest-africaine. L'élection s'est déroulée au Zimbabwe où se tient le 7e congrès des juridictions constitutionnelles africaines. La dignité humaine comme valeur et principe fondateur est au cœur de cet événement auquel participe l'Ivoirienne Chantal Nanaba Camara, présidente du Conseil constitutionnel. Et vous le savez, c'est la fin de l'opération d'enrôlement entamée le 19 octobre dernier. Le processus prorogé s'est achevé hier dimanche 17 novembre. Mais comment s'est déroulée l'opération? Quel bilan dressé? Ce soir, nous avons avec nous une journaliste, Sidonie Davila, du service politique de la rédaction de RTI 1, spécialiste des questions électorales. Bonsoir Sidonie Davila. Bonsoir Marie-Laure. L'opération d'enrôlement a pris fin hier. Oui, effectivement, l'opération a pris fin hier. Merci déjà de nous donner l'opportunité d'échanger sur ce sujet très important. Alors, l'enrôlement, première étape de la révision de la liste électorale, s'est achevée hier. Et au moment où les portes se ferment, il faut dresser le bilan. Certainement, dans les jours qui suivent, la commission électorale
pourra dresser le bilan. Mais en attendant, jusqu'au vendredi dernier, nous avions 800 000 enregistrés pour les nouvelles demandes d'inscription. Quand on parle de nouvelles demandes, ce sont les primo-votants qui prennent en compte les jeunes, les nouveaux majeurs, ceux qui ont 18 ans et plus en âge de voter. Et puis, ces personnes-là qui n'étaient pas sur la liste électorale, mais qui ont décidé de venir se faire enregistrer sur la liste. Et à côté de ces personnes-là, il y a aussi d'autres qui viennent pour changer des données personnelles. Donc, ceux-là, au total, c'est 500 000 personnes. Voilà, requérants. Voilà. La commission électorale attendait combien de personnes pour se faire enrôler sur la liste? Combien de personnes attendues? Alors, si on tient compte du gap, 4 500 000, parce que à ce jour, on a environ 8 millions d'électeurs. Et donc, ce sont 12 millions qui sont censés être sur cette liste. Donc, si la CEI tient compte de ce gap-là, on a environ 4 500 000 électeurs attendus. Donc, c'est cet objectif que visait la commission électorale indépendante durant cette opération de l'enrôlement. D'accord. Alors, que retenir de l'engouement de l'affluence lors de cette opération? Mais avant d'en arriver, rappelez-nous, en termes de bilan, le nombre de personnes inscrites jusqu'à la fermeture hier. Comme je le disais, ce sont 800 000 pour les nouvelles demandes. D'accord. Plus les 500, comme on appelle, 500 personnes qui sont venues pour changer des données. Donc, des mises à jour, c'est 500 000 personnes. Donc, 800 000 ajoutés aux 500 000, nous sommes à 1 300 000. D'accord. Bon, après le bilan de la CEI pourra faire un bilan complet durant cette semaine. En tant que reporter, c'était bon aussi, parce que je sais que vous aviez quand même... Mais je tiens à préciser que c'était jusqu'au vendredi. D'accord. Voilà, 2 jours avant la fermeture. Donc, jusqu'au vendredi, ce sont les chiffres que je donne maintenant. D'accord. En tant que reporter, et la CEI fera son travail après consolidation, on aura donc les chiffres officiels émanant de la Commission électorale indépendante. Vous avez sillonné plusieurs sites. Dites-nous, qu'en est-il au niveau de l'engouement, de l'affluence? Qu'est-ce que vous avez pu observer? Concernant l'engouement et l'affluence, on peut l'apprécier diversement. C'est selon. Parce que nous avons sillonné quelques centres au niveau d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Il faut déjà noter que 189 centres n'ont reçu aucune visite des requérants. La CEI l'a signifié, 189 centres n'ont pas été visités. Donc, au-delà, durant les week-ends, nous notions une affluence des jeunes, surtout des nouveaux majeurs, des primo-votants, parce que c'est durant cette période, durant ce laps de temps, qu'ils viennent pour se faire enrôler, qu'ils ont un peu plus de temps pour se faire. Mais en semaine, faiblement, une affluence faible que nous avons notée aussi sur le terrain. D'accord. Voilà, donc ça dépend. Si on se trouve dans un centre, parce que les jours de vote, on a une affluence, on peut apprécier une affluence ou un engouement. Mais concernant cette opération, c'est une frange de la population qui est concernée, ce n'est pas toute la population. Donc, comme je le dis, on peut l'apprécier diversement selon le lieu où on se trouve. Et vous, en tant que reporter, vous avez pu constater que c'est le week-end qu'il y avait de l'affluence dans les différents centres. L'opération de révision obéit à plusieurs étapes. Oui. Alors, en tant qu'experte des questions électorales, vous allez essayer de nous expliquer quelles sont ces étapes en fait. OK. Au niveau de la révision de la liste électorale, elle est composée de plusieurs étapes. Alors, quand la révision de la liste commence le 19 novembre dernier, elle démarre, le 19 octobre dernier, elle démarre avec l'opération de l'enrôlement, le recensement électoral. Donc, c'est la première phase de toute cette opération qui va se dérouler jusqu'à l'année prochaine, c'est-à-dire en juin prochain. Après la collecte des données, c'est-à-dire l'enregistrement, les inscriptions sur la liste électorale, on aura le traitement de ces données-là, de tout ce qu'ils ont recueilli. Là-dessus, il va procéder au traitement de ces données. Ensuite, elle va passer à une autre phase qu'on appelle l'affichage de la liste provisoire. À ce stade-là, nous sommes nous parlons de liste provisoire, elle n'est pas définitive. Ensuite, après cette phase, on passe à une autre phase aussi importante qu'on appelle le contentieux. À cette phase-là, les requérants auront l'occasion de venir faire les différentes réclamations. Et la CEI va tenir compte de toutes ces données-là pour pouvoir peaufiner, pour pouvoir sortir la liste définitive. Là, on va parler de validation
et d'arrêt définitif de la liste définitive. Et on va se retrouver aux environs de juin 2025. D'accord, donc l'enrôlement n'est qu'une étape. N'est qu'une étape. L'opération la première étape de la révision de la liste électorale. D'accord. Donc, la bonne formulation, c'est de dire la fin de l'opération d'enrôlement et non la fin de l'opération de révision. Non. Merci beaucoup, Sidonie Davila. Merci. Pour terminer, vous avez, j'ai dit, vous êtes experte des questions électorales au sein de la rédaction de RTI 1. Et quel commentaire vous faites de tout ce processus qui a démarré le 19 octobre dernier? Alors, pour terminer, nous avons noté un engouement, il faut le dire, depuis le départ. Nous avons noté un engouement des partis politiques. On demandait d'ailleurs une prorogation. Voilà, ces partis politiques avaient demandé une prorogation. C'est une doléance parmi tant d'autres. C'est vrai que ces partis n'ont pas reçu tout ce qu'elles avaient demandé, n'ont pas eu gain de cause sur tous les points, mais ils étaient unanimes pour aller à la sensibilisation parce qu'ils avaient certainement intérêt. Et on l'a senti, Oui, ils avaient certainement intérêt à ce que les jeunes s'inscrivent sur la liste électorale. Donc, ils étaient nombreux avec leurs équipes sur le terrain pour aller sensibiliser. Ils ont sillonné. Nous avons vu le RHDP, nous avons vu le PDCI, nous avons vu le PPACI, nous avons vu le FPI et j'en passe. Tous ces partis politiques étaient sur le terrain pour aller convaincre les électeurs pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Et nous avons noté cela. Et bon, c'est vrai, ils ne s'entendent pas toujours. Ils ont des points de vue divergents, mais sur ce point-là, ils étaient unanimes pour aller convaincre les électeurs. Qu'il faut proroger, vous l'avez dit, avec juste... Voilà, et les partis de l'opposition avaient souhaité que le délai soit prorogé parce qu'ils avaient trouvé que ce délai était assez court. Le délai d'une semaine. Voilà, parce que si vous vous rendez compte, 26 jours. La révision a duré, l'opération de l'enrôlement a duré 26 jours. Pendant 26 jours, les Ivoiriens se sont inscrits sur la liste électorale. Ils avaient trouvé que cette période était assez courte pour... Voilà. L'opération, dans tous les cas, a pris fin. A pris fin. Et ils ont aussi souhaité que ce délai-là aille de 3 à 6 mois pour certains. D'autres ont encore souhaité que la révision se fasse chaque année, comme le disent les tests. Donc, en 2025, ils souhaitent encore que cette révision puisse se faire. Dans tous les cas, l'opération d'enrôlement a pris fin hier, dimanche 17 novembre. Oui, ça a bel et bien pris fin. Et on va passer à l'étape suivante. Oui. Merci beaucoup, Sidonie Davila. Le traitement des informations. Merci, Sidonie Davila. C'est tout ce que nous pouvions dire sur cette opération de l'enrôlement. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup, Sidonie Davila. Je rappelle que vous faites partie du service politique de la rédaction des RTI 1. Merci d'avoir été avec nous. Vous couvrez plusieurs sujets comme ça relatifs aux élections. Vous aviez même été au Sénégal où vous avez couvert la présidentielle. Merci, Sidonie Davila. Merci. Merci. Vous restez pour le moment avec nous. On va faire un petit tour du côté de Bakou, en Azerbaïdjan, où un événement capte aussi l'attention. Et là-bas, les rencontres se multiplient. C'est la dernière ligne droite d'ailleurs de la COP29 sur le climat. Les ministres africains de l'environnement se sont réunis en marge des travaux pour faire le point des négociations liées au financement. L'Afrique parle d'une même voix pour inviter les pays développés à se mobiliser pour les financements. Envoyé spécial à Bakou, Grace Kando, Adam Sangari. Le groupe des négociateurs africains pour le climat fait le point des discussions aux ministres africains de l'environnement et aux organisations partenaires à mi-parcours des travaux de la COP29 à Bakou. Les échanges portent notamment sur la finance climat, les pertes et dommages, l'adaptation et l'atténuation. Objectif, faire en sorte que les évaluations climatiques reflètent les besoins de l'Afrique. Les avancées ont été observées sur les points de renforcement de capacité, les points d'agriculture. On a besoin d'une finance qui soit fournie de la part des pays développés qui répondent aux besoins. Un chiffre qui permette de bien comprendre ce qui est nécessaire pour aboutir aux objectifs africains. La voix de l'Afrique compte et c'est le plus important. La question du crédit carbone, il y a déjà une avancée. Il va falloir pour chaque pays de faire des réglementations et de travailler beaucoup sur le prix du tonne de carbone. Cela va permettre d'optimiser ce que nous avons comme ressources forestières pour vendre au niveau de l'international. Le ministre ivoirien de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré-Konan, s'est fait représenter à cette conférence ministérielle par son conseiller technique chargé des questions environnementales. L'Afrique doit nécessairement parler en matière de finances d'une seule voix
de sorte à pouvoir mettre la pression sur les pays développés, à pouvoir financer l'impact climatique. Autrement dit, financer l'adaptation, permettre aux pays sous-développés qui ne sont pas responsables des émissions de gaz à effet de serre, mais qui en subissent énormément les conséquences, de disposer des moyens nécessaires en vue de construire leur résilience climatique. En vue de poursuivre les discussions, la prochaine rencontre des ministres africains de l'environnement est prévue se tenir en Libye. Et ici en Côte d'Ivoire, ça bouge bien dans le domaine du transport. Le projet du métro d'Abidjan avance. Vous allez le voir, la charte graphique est prête. Elle a été validée par le ministre des Transports, Amadou Koné. Une maquette de ce train lui a été présentée. Mais que faut-il savoir sur cette charte graphique? Quel est l'enjeu de validation et quelle est l'étape suivante? Dangui Soro. Voici ce à quoi va ressembler le métro d'Abidjan fin 2027. Ces premières images de ce train dont la construction se déroule bien selon l'entreprise qui en a la charge ont été présentées au ministre des Transports pour validation. Un certain nombre de couleurs ont été définies qui représentent effectivement la Côte d'Ivoire. Le type de peinture, il y a des peintures poudre et des peintures à l'eau. Et donc ces deux types de peintures peuvent avoir un rendu différent sur les pièces. Et donc c'est pour ça qu'il est important de valider ces pièces-là pour avoir le rendu définitif que vous aurez sur le métro grâce à ces échantillons. Une partie des échantillons restera en Côte d'Ivoire et fera preuve de ce qui a effectivement été signé et ce qui a été alloué. Et l'autre partie repartira en Europe dans le cadre de la construction où nous allons libérer ces échantillons auprès de nos partenaires et fournisseurs de manière à s'assurer que c'est bien cette teinte-là qu'il faut respecter et ce sera le garant de la qualité du produit qui sera fini. Après s'être assuré que toutes les exigences du gouvernement sont prises en compte, Amadou Koné a validé la charte graphique du métro d'Abidjan. Une maquette de ce train reproduite à une échelle de 1/25e lui a été présentée. Donc nous sommes aujourd'hui à l'étape où nous avons donc validé les différents échantillons représentatifs du métro qui sera construit et qui roulera dans les prochaines années ici à Abidjan. La ligne 1 du métro d'Abidjan fait 37 km et devrait entrer en service début 2028 pour transporter environ 540 000 à 1 million de passagers par jour. Et on poursuit notre périple. Je vous conduis à Toumoudi, où la deuxième édition du Nzrama Festival du district autonome des Lacs a pris fin. Un rendez-vous annuel pour la promotion du potentiel économique local. Et c'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, parrain de ce festival qui a sonné le clap de fin de cette deuxième édition. Fin à Toumoudi de la deuxième édition du Nzrama Festival du district autonome des Lacs. Ce cadre de valorisation du potentiel économique, notamment agricole, touristique et culturel des régions du Bélier, du Nzi et de l'Ufou, a été conçu et mis en œuvre par la ministre-gouverneure Raymond Goudou Kofi. Son thème, de la production à la transformation de nos produits agro-pastoraux. Parrain de l'événement, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, présent pour la cérémonie de clôture, avec à ses côtés l'inspecteur général d'État, Awandoli Théophile, et Kabaniale, ministre de l'Économie, du Plan et du Développement. Un rendez-vous qui aura tenu toutes ses promesses. Nous avons bien vu que nous avons des potentialités, aussi bien dans le domaine agricole que dans le domaine pastoral. Selon la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous ayons nous aussi, comme au Nigeria, nos champions. Plusieurs prix ont été décernés. Le parrain du festival, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, se réjouit de l'initiative et félicite les organisateurs. Le Nzrama Festival a tenu toutes ses promesses en mettant en lumière l'importance de l'agriculture et de l'élevage dans notre économie. Grâce aux efforts du chef de l'État et au gouvernement successif, 3 régions du district autonome des Lacs, à savoir le Bélier, le Nzi et l'Ifou, accueillent différentes filières agricoles, contribuant ainsi à leur développement. Cette deuxième édition du Nzrama Festival du district autonome des Lacs s'est achevée par une visite du parc animalier.
Les Ivoiriens l'attendaient, il sera bientôt de retour. Bercail, le tam-tam parleur Guigui Ayokoué regagnera sa terre natale, la Côte d'Ivoire, après plus d'un siècle au musée du Quai Branly en France. La ministre de la Culture, Françoise Remacle, et son homologue française, Rachida Dati, ont signé aujourd'hui même en France une convention de dépôt pour la restitution Khalid Diomandé depuis la capitale française. C'est un pas majeur que viennent de poser à Paris la ministre de la Culture Françoise Remacle et son homologue française Rachida Dati avec la signature d'une convention de dépôt pour la restitution du tambour parleur Didi Ayokoué. Ce patrimoine culturel cher à la Côte d'Ivoire, confisqué par l'armée française il y a exactement 108 ans, retrouvera bientôt ses terres d'origine. Et pour donner un coup d'accélérateur au partenariat franco-ivoirien, les deux pays signent par la même occasion un accord de coopération patrimoniale et muséale. En signant ensemble aujourd'hui la convention de dépôt de ce bien culturel au sein du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, nous disposons désormais de ce cadre pour préparer son transport dans les tout prochains mois. Nous avons choisi une approche pragmatique et c'est la seule qui permette de respecter finalement les engagements de la France vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Nous avons écrit et déposé une proposition de loi qui a été co-signée par plusieurs sénateurs et la proposition de loi, une fois qu'elle sera votée par nos deux assemblées, permettra la restitution définitive et la sécurisation juridique du tambour. C'est donc deux démarches complémentaires. Cette signature est enfin une illustration forte de l'étroitesse de la relation que nous entretenons avec la Côte d'Ivoire. Vous pouvez compter sur ma mobilisation et mon engagement pour continuer à développer notre relation dans tous ses aspects, alors que nous avons encore tout à faire pour la jeunesse en matière économique ou de francophonie. Le mythique tambour Hatchan Didi Ayokoué, conservé actuellement au musée du Quai Branly, fait partie des 148 œuvres d'art réclamées par le gouvernement ivoirien à travers une demande officielle faite en août 2019. La ministre Françoise Remacle ne cache pas sa fierté de voir cette négociation de longue haleine porter ses fruits. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Ce contrat de dépôt permet de dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous pouvons enfin ramener notre tambour parleur, le Didi Ayokoué, auprès de ces communautés. Ce que l'on peut aussi noter, c'est que nous pouvons bénéficier d'un prêt d'une durée de 5 ans qui nous permet d'enclencher la restitution et le retour du tambour à Abidjan, au musée des civilisations. En marge de cette rencontre, la ministre Françoise Remacle s'est rendue à la maison de la Convention pour un tête-à-tête avec Tani Mohamed Solihi, nouveau secrétaire d'État chargé de la francophonie et des partenariats internationaux. Au cœur de leur discussion, le raffermissement de la coopération dans le domaine culturel. Ce mardi 19 novembre, Françoise Remacle prendra part à l'édition 2024 du rendez-vous économique et commercial Ambition Africa. La Côte d'Ivoire culturelle rayonne au plan touristique également. La première édition de la journée Sublime Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique s'est tenue dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, D.C. Et notez que l'objectif est bien sûr de faire la promotion de la destination ivoirienne comme un choix privilégié pour le tourisme mondial. Michel Digré nous explique. Sublime Côte d'Ivoire, terre d'espérance et d'hospitalité, mais surtout plaque tournante des affaires dans la sous-région. C'est ce géant d'Afrique dans plusieurs domaines qui a été présenté aux hommes d'affaires américains. C'était un grand événement. Toutes les opportunités d'affaires dans le tourisme et dans l'économie nous ont été présentées. Disons, bonne chance à la Côte d'Ivoire. Pour Mariam Ouattara, directrice du bureau du tourisme à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, le pays regorge de plusieurs trésors naturels, culturels et historiques qui méritent d'être visités. Il y a des contacts que nous avons créés aujourd'hui. Nous allons essayer de travailler sur ces contacts pour pouvoir arriver à aboutir à la signature des contrats entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Ces genres d'activités sont menées pour attirer non seulement des touristes visiteurs vers la Côte d'Ivoire, mais également pour
inciter des investisseurs dans le domaine du tourisme pour que ces derniers viennent investir en Côte d'Ivoire. Nous avons présenté la Côte d'Ivoire comme étant un pays prêt à accueillir, n'est-ce pas, les investissements américains en Côte d'Ivoire dans la sécurité et dans la paix. Le programme Sublime Côte d'Ivoire se traduit aussi par le déploiement d'une stratégie conçue autour du développement d'infrastructures, de même que par la promotion de la durabilité environnementale en Côte d'Ivoire. Et quelle peut être la contribution de la diaspora dans le développement culturel ou touristique de notre pays? Justement, le forum de la diaspora qui vient de s'achever à Yamoussoukro a été un cadre idéal pour réfléchir justement à leur contribution. Et devant des parterres d'invités, la ministre de la Culture ainsi que le Gaou magicien Assalfo et Didier Drogba ont invité toute la diaspora ivoirienne à investir pour le développement économique de leur pays. Kader Sogodogo. Industrie culturelle, sport et diaspora. Objet d'un panel au Forum de la diaspora ivoirienne qui s'est tenu à Yamoussoukro. Des opportunités d'affaires et d'investissement disponibles. On est chanceux, comme je le disais tantôt, d'être dans un cadre de risque systémique très réduit parce qu'on a des gouvernants assez éclairés qui ont pu mettre en place plusieurs structures pour nous permettre d'avoir un cadre macroéconomique, un cadre également microéconomique assaini qui nous permet donc de faire ces investissements-là. Salif Traoré dit à Salfo, le Gaou magicien, ou encore l'ex-footballeur international Didier Drogba, invitent la diaspora ivoirienne à soutenir l'industrie culturelle et le sport en y investissant pour un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Je trouve aussi que la diaspora est un pilier économique pour notre pays. Donc il était question pour nous de venir expliquer à cette diaspora-là toutes les opportunités qui s'y présentent. Parce que moi aussi j'ai fait partie de cette diaspora pendant 20 années et avec mon groupe Magic System, nous sommes rentrés pour investir dans les industries culturelles et créatives. Donc il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à cette diaspora et il était question que nous venions les rassurer. Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, rassure quant à l'engagement du gouvernement à accompagner les Ivoiriens de l'extérieur porteurs de projets. Le pays a besoin de vous, de vos savoir-faire, de vos compétences pour poursuivre son développement sous le leadership du président de la République. Ensemble, faisons de la Côte d'Ivoire un modèle en matière de diplomatie culturelle, de développement sportif, d'inclusion de notre diaspora. Ensemble, construisons un avenir où nos jeunes pourront rêver de créer, entreprendre et exceller au bénéfice de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Le forum de la diaspora ivoirienne a été initié par le Sénat et sa présidente Kandia Kamisoko Kamara, co-organisé avec le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. La Banque mondiale vient de lancer la deuxième phase de son programme Accélérateur 2.0 à Kigali au Rwanda. Et ce programme vise à accélérer l'amélioration des systèmes éducatifs pour obtenir de meilleurs résultats en matière d'apprentissage. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, fait partie des nations retenues pour bénéficier de cette initiative. C'est Fourazeki. La Côte d'Ivoire figure parmi les 12 pays sélectionnés pour bénéficier du programme Accélérateur 2.0 de la Banque mondiale. C'était lors de la conférence internationale sur les apprentissages à Kigali au Rwanda. Un choix justifié par les réformes engagées dans le secteur éducatif et les progrès réalisés ces dernières années. Nous venons de lancer officiellement la stratégie nationale de digitalisation 2024-2028. C'est une stratégie qui vise à transformer le système éducatif ivoirien par l'intégration de technologies numériques. Nous avons un besoin de 364 millions de dollars et c'est structuré autour de 3 piliers. Le premier, c'est l'accès équitable aux technologies avec le déploiement d'infrastructures de contenu adaptées. Le second, c'est la transformation organisationnelle. Et le troisième et dernier pilier, c'est le développement des compétences numériques à travers la formation des apprenants, des enseignants, des encadreurs, des administrateurs et également des
des parents d'élèves. De façon pratique, le pays recevra un appui technique pour renforcer le programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires afin de mieux accompagner les enseignants et les élèves dans leurs apprentissages fondamentaux. Outre la Côte d'Ivoire, d'autres pays comme le Ghana, le Sénégal, la Tanzanie et le Libéria bénéficieront également de ce programme qui inclut des subventions et un soutien technique pour accompagner les réformes éducatives dans ces pays. Une initiative qui promet de renforcer les capacités éducatives des pays concernés pour un avenir meilleur et plus prospère pour les générations à venir. Et on va terminer par le Gabon où le oui l'a emporté avec près de 92%. Le projet de nouvelle constitution a été validé par référendum. Les électeurs ont approuvé le texte rédigé par le régime militaire du général Brice Oligui Nguema au pouvoir depuis le coup d'État le 30 août 2023. La prochaine étape sera la tenue d'une élection présidentielle prévue en août 2025. Le projet de constitution supprime le poste de Premier ministre et prévoit un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois. Il donne à la présidence davantage de pouvoir pour nommer les membres du pouvoir judiciaire et dissoudre le Parlement, mais interdit la succession aux membres de la famille du président. Les résultats du référendum seront validés par la Cour constitutionnelle dans les prochains jours. Et moi, je vous retrouve demain à 20h sur ce même plateau, sur la même chaîne. N'oubliez pas, promouvons la paix sans relâche et partout. À demain.